Alors moi pour entamer cette petite discussion, si Caroline Résilat, tu veux réagir dans un premier temps sur ça, puis on entamera la discussion. Bonjour tout le monde. C'est évidemment assez émouvant. Marlise Pietri est toujours de ce monde. Hein. Elle a 85 ans. Et effectivement, quand elle m'a transmis la maison, elle en avait 70, et c'était une femme épuisée. Et la raison, elle l'explique là, quoi. Et en même temps, c'est la beauté de ce qui définit une maison indépendante. Et je pense la nécessité aussi, d'une certaine manière, c'est-à-dire de tout faire. Sans l'avoir absolument décidé, on est, nous, aujourd'hui 7, si je compte la représentante, la personne qui circule dans les librairies suisses. On est représenté en France par Harmonia Mundi jusqu'au 30 juin. Dès le 1er juillet, on rejoint le CDE. Je regarde Marion parce que le diable Vauvert y est aussi. Ces 7 personnes, on est... Bon, je suis au courant de tout, mais les 6 autres sont au courant de beaucoup d'autres choses que de leurs tâches. Et je pense que ça, c'est une des définitions, une des spécificités d'une maison indépendante. Ouais. Et puis au niveau de l'argent, qui est très présent dans le discours de Marlise, c'est toujours vrai. Je pense que en Suisse, depuis une dizaine d'années, les choses ont un peu changé parce que on s'est battu pour avoir nous aussi un prix fixe du livre. Et en Suisse, on a vraiment une grosse tension entre les cantons qui parlent allemand et les cantons qui parlent français. C'est comme en Belgique. Hein. Et les Suisses alémaniques sont 2 tiers plus importants que nous sommes 1 tiers. Et la Suisse romande avait voté très clairement pour. Il y a eu une campagne extrêmement violente et longue. Donc on a perdu. Les alémaniques ont voté contre le prix fixe du livre. On a perdu, mais ça a permis de sensibiliser beaucoup nos autorités et fédérales et cantonales, ce qui a fait que, grâce à cette perte, il y a de l'argent qui est arrivé sous forme de soutien. Par exemple, nous, on est soutenus par une convention qui se renouvelle ou pas tous les 4 ans, avec évidemment beaucoup de conditions. Hein, on doit rendre des comptes chaque année, mais qui permet d'avoir une espèce de base qui fait qu'on n'est pas en permanence inquiet de comment on va faire pour payer les imprimeurs et les salaires et les loyers. Donc c'est une assise qui est très intelligente, pas non plus énorme. Ça reste par rapport au budget général, on vit on vit à 70% avec la vente de nos livres, 75, 80 les bonnes années, mais on a une espèce de base qui est absolument fondamentale. Voilà. Et puis sinon, voilà, pour le moment, je me contente de réagir à ce qu'a dit Marlise. Est-ce que je voulais commencer cette vidéo parce que je trouvais très beau l'équilibre qu'il y a entre quelque chose où elle ne cache absolument pas les difficultés et la pression que ça veut dire, mais c'était aussi cette question qu'elle porte du désir, de l'envie de faire vivre ses livres. Et c'est vrai que voilà, ça me rappelle le collectif qu'on avait monté à un moment donné, les Désirables, c'était aussi cette question-là, c'est comment en fait c'est aussi cette libraire, enfin éditeur indépendant. Et quand je dis éditeur indépendant, en fait, faudrait préciser parce qu'on parle, enfin indépendant, il y en a plein, c'est sur des questions économiques, mais être éditeur indépendant comme Marion ou Caroline, c'est aussi porter une vision de ce qu'est l'indépendance, puisque les 2 maisons aussi ont été créées dans des contextes avec des envies alors différentes, mais qui ont quand même qui sont marquées. Alors Zoé dans un contexte aussi un rapport politique et social dans la création de Zoé, et Marion aussi chez Diable Vauvert sur cette idée de l'installation, de l'indépendance, et 3 aussi de créer une maison qui est aussi un acteur culturel en soi, c'est-à-dire sur la question de la publication, mais des résidences, des actions culturelles. C'est vrai qu'il y a des points communs forts entre... Alors que Zoé a 50 ans quand même, hein, donc respect, nous c'est que 25, donc on arrive à l'âge adulte, il faut 20 ans pour faire une maison d'édition, donc 25 c'est jeune adulte.
Donc 50 ans, bravo, j'espère qu'on y arrivera. A priori, je devrais être morte, hein, mais j'ai confiance pour la suite. T'as vraiment raison. Alors les points communs entre Zoé et le Diable, je crois que ces deux maisons d'édition qui se sont créées sur l'envie donc le désir magnifique, j'ai noté la démesure du désir d'être en fait un acteur d'un mouvement littéraire ou d'une émergence littéraire à un moment donné. Et donc c'était les années 75 pour Zoé. Et ça a été les contre-cultures des années 2000, enfin 90-2000 pour le Diable, c'est-à-dire le moment où on se dit, moi c'est ce que je me suis dit, c'est un peu différent dans la vidéo, mais je me suis dit, il manque une maison, il faut faire une maison pour publier des écrivains qui sont pour l'instant invisibles et qui sont de très grands écrivains. Et c'était ce mouvement de renouvellement de la littérature française à partir des années 90 avec des voix très très nouvelles qui étaient aussi bien dans la forme, en particulier leur rapport à la langue orale et leur refus de l'académisme, que dans les inspirations, c'est-à-dire une littérature à la fois sociale, assez rebelle, très trempée dans les contre-cultures de l'époque, donc évidemment ce qu'on appelle aujourd'hui les pop cultures, mais c'est-à-dire les cultures populaires, toutes. Et ça porte des maisons qui, sans doute au début, sont un peu mécomprises ou font des débuts lents, ou en tout cas en termes de reconnaissance. Et puis, tu as dit une chose très bien ce matin, en introduction en parlant de la concentration, la vitesse. Les indépendants, ils s'inscrivent forcément dans le long terme. Aussi contradictoire, c'est contre-intuitif, de se dire l'indépendance, c'est super fragile, c'est la guerre chaque année, on ne sait jamais si on va pas crever, et on va venir sur la difficulté. C'est un sujet qu'on n'aborde jamais, donc moi ça me fait très plaisir, parce que c'est pas fun de dire c'est dur la vie. On peut le dire qu'à des gens qui sont des pros et qui nous comprennent. Et puis il y a des femmes, donc vous comprenez bien, et on est quasi entre femmes, excusez-moi pour les quelques garçons, donc on va parler en féminin. Et c'est vrai que c'est des sujets, c'est un peu comme la cuisine ou le ménage, si vous voulez, ça s'aborde pas parce que c'est pas clean, pas fun. Il faut faire rêver les gens par les littératures, par les succès, par les prix littéraires, frimer à mort. Et puis ça, on se le garde pour soi tout seul, et on sait très bien ce que c'est, cette charge mentale de la nana qui se garde tout pour être toute seule. C'est pareil dans la vie. Donc, merci de parler de difficultés et de ça, c'est-à-dire la démesure du désir. Et si on n'est pas dans la démesure du désir, on ne pourra jamais affronter toutes ces difficultés qu'on connaît très bien. Donc, un indépendant, il se crée parce qu'il a des grandes choses à faire, des grands textes à publier, et d'autre part, qu'il veut le faire pour le long terme. Il a cette démesure du désir. C'est-à-dire que oui, on rêve, ce qui est fou d'ailleurs de se dire, je vais faire ça pour la vie, pour 50 ans, Et si on n'a pas ce moteur-là, on ne le fait pas. Et c'est complètement contre-intuitif parce qu'a priori, 70%, enfin moi c'est les chiffres que Jean-Marie Bouvet, quand j'ai appris l'édition étudiante, donc me donnait déjà sur les créations des maisons, ça doit être pire aujourd'hui, 10 ans après, il y a seul un tiers des maisons qui se sont créées indépendantes qui vivent encore. Donc vous voyez le pari complètement schizophrène de dire je vais faire ça, puis en même temps, quasi personne n'y arrive. Et puis il faudra voir ce que c'est vivre aussi en tant que maison indépendante, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, c'est aussi une... Là, je crois que même ceux qui au départ, par exemple, tu vois, on voit Zoé qui démarre sur justement l'amour du livre, concret. Moi, j'ai voulu faire des objets pop, donc je voulais au contraire des machines industrielles, des vernis, des couleurs, et même si j'ai beaucoup fréquenté les tirages de tête et la bibliophilie, c'est pas mon truc. Et puis t'as d'autres indés qui démarrent parce que un peu par hasard, comme La Volte, il y a un auteur pas publié, on le publie. Mais très vite, quelle que soit la conscience de l'indé qui démarre, je veux dire, au bout de 3 ans, s'il n'est pas mort, il a compris. Et en plus, les 3 premières années, c'est le plus facile. Les pires, c'est à 10 ans, vous avez un petit regain, parce que si vous n'êtes pas mort, vous allez être un petit peu à la mode. Bon, c'est pas vrai, les 2 premières années, avec un peu de chance, vous allez être à la mode. Mais dès la 2e année, vous avez les retours de la première et vos illusions tombent. C'est-à-dire que vous faites du chiffre d'affaires négatif. Du chiffre d'affaires négatif, imaginez, ça double peine. C'est-à-dire que vous avez non seulement les charges que vous avez payées dans le mois, que vous pouvez pas payer, mais en plus, vous avez du négatif. Il n'y a que dans l'édition qu'on fait du chiffre d'affaires négatif à cause des allées et des retours. Et donc, la 3e année, si vous n'êtes pas mort, bon, voilà. À 10 ans, vous avez un petit regain parce que
vous allez être à la mode, parce qu'effectivement, moins il y a d'indés, plus la presse, etc., un petit créneau. À 15 ans, vous êtes personne. À 20, 25 ans, vous pouvez avoir un petit retour de mode, et après, de 25 à... Enfin, c'est-à-dire après, je pense à La Talente, toujours mes amis de La Talente, qui ont 35 ans, et qui sont dans la zone obscure. Parce que maintenant, ils sont dans les meubles, ils n'ont pas encore 50 ans, ils en ont pour 15 ans à être personne. Et la presse parisienne va, en ce moment, c'est les forges du Vulcain. Boum. Ou c'est, il y a toujours un indé qui vient, vous savez, c'est comme le noir à la télé, enfin, l'arabe, polytechnique, enfin, il y a toujours le quota, quoi. Bon, voilà. Moi, donc l'indé, il comprend très vite que c'est un résistant. Mais comme le fermier bio, hein, attention, comme le fermier bio qui n'a pas de terre, enfin, vous voyez, c'est comme la personne qui pense différemment dans un monde intégré. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus, on peut tous, mais nous, c'est constitutif. Donc, l'indé, il comprend très vite qu'il est quand même un résistant un peu en guerre, Astérix contre l'Empire romain, quoi, si vous voulez. Donc, avec notre potion magique, c'est la passion, sinon il y a pas grand-chose. Il comprend aussi, et puis, quelques années plus tard, et je crois que c'est le sens de propos de Isabelle Pietri. Marlise. C'est que finalement, c'est la pauvreté. La pauvreté, quand on est pauvre, on fait pas de gras, on fait pas de marge. Mais surtout, on n'a jamais assez devant nous. C'est bon, on n'a pas le fonds de roulement qu'il faudrait pour 6 mois devant nous. On est toujours les cracks, on est au cul du camion avec les imprimeurs. On subit ça, c'est-à-dire que chaque mois, selon les périodes de l'année, ben voilà, on se demande comment on va payer les imprimeurs, quelle que soit notre taille. Et en fait, 20 ans après, je me dis que finalement, cette pauvreté, cette inquiétude permanente, quelque part, il faut l'accepter parce qu'elle nous permet de bien travailler. Parce que moi, mon expérience, dès qu'on a fait 3 fois 100 000 en 25 ans, ça nous a donné 2 ans de 100 000, ça ne change pas la vie. Hein. C'est 250 à 500 qui commencent éventuellement à faire passer un cap que vous n'avez pas forcément envie de passer. Ça vous donne 2 ans de tranquillité en trésorerie, 1 an et demi. Enfin. Je sais pas, j'ai jamais eu. Bon. Mais enfin, tu vois, c'est pas, et comme disait, je me souviens, Dominique Gauthier, au Dilettante, me disait à propos d'Anna Gavalda, Marion, je suis passée des problématiques de pauvres à des problématiques du riche. Je ne sais pas lesquelles je préfère. Et donc, bon, 100 000. Dans ces cas-là, la première fois et tout, vous vous sentez, ou les 2 premières fois, parce que je suis pas une rapide, on se sent un peu bien, tu vois, et c'est là qu'on fait des conneries, en fait. Et en fait, les seuls bouquins, on me regarde, il n'y a pas beaucoup de déchets, et je me suis dit, tiens, ça, j'aurais pu m'en passer. J'aurais pas dû le faire. Et donc, être pauvre, être dans cette tension-là, c'est ce qui vous permet de toujours dire non, quoi, parce qu'en fait, on passe nos journées à dire non. Hein. Imaginez qu'on reçoit par jour 20 propositions de manuscrits, que dès qu'on va acheter son pain, on vous propose un manuscrit. Tout le monde écrit en France. C'est vrai. 3 manuscrits. Et toi aussi, donc toujours dire non, puis assumer tout ce qui a déjà été dit. Donc finalement, cette espèce de pauvreté, d'aiguillon permanent, ça nous rend à la fois performants, et c'est ce qui fait que, justement, je viens là-dessus, ça crée un filtre extraordinaire qui est au-delà de nos personnalités, parce que sinon on est comme tout le monde, et donc c'est ce qui est le garde-fou qui fait que chaque bouquin qu'on publie, on le paye de notre sang. On pense que c'est une nécessité vitale pour le genre humain, parce qu'on a un peu les éditeurs, hein, donc si on n'a pas une grosse tête personnelle, parce que ça rend humble, mais on a quand même cette espèce d'ambition, ce rêve modeste et fou, comme dirait Aragon, d'avoir mis sa pierre dans l'édifice de l'histoire littéraire. Sinon, il faut pas faire ce boulot, quoi. Bon, et alors, donc c'est ce filtre-là qui nous permet de se dire qu'on se coupe les veines à chaque fois qu'on fait un livre, parce qu'on en est absolument convaincu. Après, on se trompe pas, mais bon, ça donne quand même et c'est ce qui nous permet de pas faire trop, de pas publier plus, quoi, et moins on publie, et ça, bah, c'est toujours récompensé par le temps. Et ce qui est vrai, c'est que les éditeurs, là, les groupes, c'est pour ça que moi, ils me font pas peur du tout avec leurs collections, Verso, Sol, et tout. Voilà, en ce moment, tout le monde se met à ouvrir des collections, des labels de science-fiction, parce qu'ils se disent, oh merde, on n'en connaît rien, faut pas y aller, pareil que ça marche, et tout ça. Et en fait, pourquoi?
Parce que tous ceux que j'ai vu naître interstices chez Carmen Lévy qui avait publié des livres, j'étais jalouse, parce que c'était vraiment des grands bouquins, mais bon, on était déjà au taquet, nous. Et en fait, interstices, ça a duré 10 ans. Pourquoi? Parce que c'est que le groupe, il se rend compte que c'est pas rentable, ils arrêtent. Et ce qui va menacer la découverte, alors ça dépend de la société française, ce qui va menacer de la découverte, c'est pas du tout, évidemment, ils ne diront jamais Juan Branco, un type qui dit du mal du proprio, ça c'est clair, mais il y a quand même tout le champ du marxisme, de la pensée critique, ça fait quand même des bouquins publiés tous les mois. Non, mais ils sont plus chez Bolloré, c'est autre chose, mais quand s'ils étaient encore chez Bolloré, ouais, mais Bolloré a une autre action. Kretinsky. Non, mais Kretinsky, je dis pas qu'il va vouloir les adoucir, et peut-être pas les éteindre, mais les adoucir. Mais par contre, le jour où ça marche moins bien, oui. C'est-à-dire le jour où en France, par exemple, les idées de la critique sociale, révolutionnaire, alternatif, quel est le positionnement de la découverte, diminue. Ça peut arriver quand même, ça nous pend au nez, il contrôle tous les médias, enfin je veux dire, Trump demain en France, c'est pas du tout exclu, quoi, l'interdiction des bouquins de bibliothèque, c'est pas du tout exclu. Nous, si on est en taux, on aura le temps de lire, donc on continuera à faire des bouquins de toute façon, mais enfin c'est pas exclu. Et à ce moment-là, la découverte ne dira pas. Est-ce que tu vois ce que j'ai dit? Non, ça, je suis complètement d'accord, et c'est un enjeu qui, dans le milieu de la culture, est très dur à poser aujourd'hui. Et nous, c'est des questions qu'on a aussi de façon générale sur d'autres secteurs que le monde du livre aussi, avec le lieu qu'on tient. C'est que, à la fois, il y a une vraie bataille politique pour maintenir cette question de pouvoir avoir encore des aides, des choses, des lois qui permettent d'encadrer et de permettre de survivre une diversité éditoriale. Mais qu'à un moment donné, s'il n'y a pas un soutien aussi, qui est un soutien économique, parce qu'on est dans un capitalisme, un soutien économique à des acteurs indépendants, il n'y a pas de base arrière. C'est-à-dire que si à un moment donné les gens arrêtent d'acheter cette critique sociale, comme tu disais, ou ne fréquentent pas une programmation culturelle, ils ne font pas vivre aussi économiquement une programmation culturelle indépendante, qui par cette économie-là peut faire ses choix sans avoir décider de ses choix sans demander ni à un milliardaire ni à une politique étatique qui peut changer du jour au lendemain, ces lois-là s'éteindront aussi, et qu'en fait cette question aujourd'hui en France qu'on a sur cette question-là, elle est d'autant plus sensible que on a eu un modèle culturel qui est assez inédit au niveau international, et qu'en fait il y a beaucoup si aujourd'hui, comme ça on se voit, les subventions culturelles s'arrêtent, il y a très peu de modèles. Alors que pas du tout comme dans la situation en Suisse. Alors que non, mais je veux dire, chez certains acteurs du livre encore ou de la musique, il y a justement une économie réelle aussi qui permet de faire vivre ces structures-là, et qu'en fait celle-ci, elle doit être soutenue. D'où l'enjeu de la soutenir aussi, cette économie-là qui permet de créer des... Je peux témoigner d'un éditeur en région, dans une région qui va être une des dernières régions de France où on a un budget culture qui n'a pas été baissé. Enfin voilà, on est pour l'instant très très protégé parce qu'on a la présidence de région qu'on a. Ça peut basculer aussi n'importe quand. Mais enfin, je fais même partie, je suis vice-présidente d'OLL, donc c'est pour vous dire que je connais bien le secteur. Vous voyez, le volume des subventions du Diable Vauvert depuis sa création jusqu'à aujourd'hui s'est allé de 13 000 aujourd'hui à 55 000 l'année du Covid, et sinon en moyenne 35 000 euros sur 1 million et quelques de chiffre d'affaires. Donc autant vous dire qu'on doit être en proportion du chiffre d'affaires l'éditeur le moins aidé de la région Occitanie. Ça n'est absolument pas de l'ordre des 20% qui effectivement nous permettraient de... bon, après, peut-être on va s'installer ensuite. Oh, bref, non, mais, et comment je l'ai compensé, moi? Parce que je savais très bien que la maison, sinon elle n'existait pas. Moi, je me suis inscrit dans les interstices du capitalisme très lucidement, c'est-à-dire que j'ai financé les 15 premières années de la maison au capital, avec du capital mécanique, des outils des entreprises, de la part de gens riches qui sont... Parce qu'il y en a quand même quelques-uns, c'est des individus, alors je peux donner leur nom, Jean-Claude Fasquelle, Charles-Henri Flammarion, et puis des gens moins connus. Et j'ai bénéficié effectivement de la défiscalisation des sommes mises au capital des PME par Sarkozy, mesure qui n'existe plus. Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas financer une maison qui a fait autant de traductions, qui a fait 50% de traduction pendant 15 ans avec des bouquins de 800 pages. Je peux vous dire que ce n'est pas les ventes qui vont financer. Et c'est rien d'ailleurs dans le milieu du livre, parce que contrairement à d'autres éditeurs, on n'a pas bénéficié de ça, et on n'en bénéficie toujours pas. C'est-à-dire qu'on est le seul éditeur de notre âge en littérature qui n'a jamais eu un prix littéraire parisien,
à 25 ans, c'est quand même tout à fait spectaculaire. Alors que tous les auteurs belges qu'on publie ont eu tous les prix en Belgique, et que la qualité mais parce que, Thomas Gunsick, c'est un Belge, pour l'instant, il n'a pas été lu par les givrés qui ont 80 ballets et qui ne sont pas encore morts, mais dès que ça va se renouveler, dans 20 ans, on aura des prix littéraires, je vous le dis, ou dans 15 ans. Et ça, c'est une anomalie qui fait que, au Diable Vauvert, moi je le dis parce que, bon, je suis un peu... oui, parce que ça fait 25 ans qu'on a... C'est dur, quand même. Et on n'a jamais eu ça. Et bon, tu vois, c'est ce que je veux dire. Alors, il y a les lecteurs qui, effectivement, c'est les lecteurs qui nous protègent, quoi, en fait. C'est les lecteurs qui nous protègent, comme tu dis. Mais c'est archi fragile. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que, comme tu l'as très bien dit, les indépendants de littérature qui font 1 million d'euros ou plus, enfin, c'est-à-dire qu'ils sont des éditeurs moyens, mais on va dire des gros éditeurs par rapport aux indépendants, parce qu'évidemment les proportions sont à 1 million, vous êtes un très gros indépendant, alors que vous êtes un tout petit, un moyen éditeur français. Ben, on est 10, je ne sais pas combien on est, mais on est très peu. Gallmeister est déjà dans le capital d'Hachette. Ouais. Enfin, a été racheté. En gros, il n'y a pas grand monde. Il y a l'Atalante qui est en scope à Nantes, qui est en imaginaire. Il y a beaucoup d'éditeurs en imaginaire, mais il y en a un qui vient de faire faillite, c'est Mouton Électrique. ActuSF a eu des grosses difficultés. Donc il y a d'un côté un mouvement de faillite des indés, parce que c'est de plus en plus dur, il ne faut pas se cacher. Et de l'autre côté, un phénomène d'intégration, parce que, à un moment donné, l'âge du capitaine, quand il n'en peut plus, faut qu'il se vende la plus gros. Et qu'est-ce qu'il y a comme plus gros? Et moi, je le dis très tranquillement, en 2017, rendu consciente de ça par mes actionnaires mécènes, qui étaient Fasquelle, puis mes amis comme Paul Tchaikovsky-Laurence, et puis ayant eu une éducation protestante et sachant que nous finions tous que poussière, plus quelques amis morts très vite de cancer de mon âge, j'ai pris conscience que l'indépendance serait plus protégée si j'étais pas majoritaire que si je l'étais. Et du coup, la maison est pérenne, c'est-à-dire que même si je meurs demain, puisqu'il y a une équipe et tout ça, bon, on en parlera après, mais je peux dire la même chose que toi sur l'équipe. On est 7 aussi, et il y a une équipe qui, petit à petit, peut piloter la maison, on pourra le faire. Et donc la maison est pérenne, et elle sera pérenne dans l'indépendance, parce que notre actionnaire principal, c'est Libella. Sauf que Libella étant pas un groupe industriel, c'est pas quelqu'un qui a vocation à s'étendre, et il n'a que vocation à protéger quelques indés, donc il ne représente pas une solution pour l'édition française. Libella, c'est un petit groupe d'édition indépendant qui doit faire en cumulé, d'abord suisse, enfin avec 2 pôles, un groupe suisse qui est Libella Suisse, et un pôle France qui est Libella France. Nous, on est filiale de Libella Suisse, parce qu'à l'époque, parce qu'aussi on est délocalisé en Camargue et qu'on n'a pas l'intention que ça change ni Libella. C'est un groupe qui a été créé par Vera Michalski, qui est suisse et qui est passionné d'édition, qui a la chance d'être née parce qu'elle avait un père qui a inventé des solutions chimiques, et donc elle a fait une grande fortune dans la pharmacie en Suisse. Elle est passionnée par les livres, elle est éditrice dans l'âme, et elle a choisi d'utiliser l'argent que le destin lui a donné pour protéger, permettre à des éditeurs de bosser. Et donc, à Paris, Libella rassemble Bichet-Chastel, quelques marques, et il y a Noir sur Blanc, il y a Phébus, qui a un prix également. Et nous qui sommes en Camargue, pays où elle a été élevée, et qui donc est chère à son cœur, parce qu'elle a été élevée par un... Donc, merci à elle, mais comment vous dire, c'est une chance qui est presque une anomalie. Alors, il y a plus de gens riches et avec des âmes nobles et désintéressés que je ne pouvais imaginer quand j'étais jeune, c'est vrai, mais il y en a quand même très 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 peu. Et donc, c'est des interstices. Je ne pense pas que ça représente une solution pour l'édition française. Ça a été le cas de certains éditeurs, etc. Enfin, à des hauteurs moins que Vera, mais il y a une phrase d'Éric Hazan qui avait toujours dit
je suis un bourgeois qui a pris parti contre ma classe et j'ai créé la fabrique pour utiliser mon capital familial pour... Tout à fait, mais si Eric Hazan n'avait pas été comme ça, jamais la fabrique aurait... Si Eric Hazan ne pouvait pas porter la fabrique sur ses fonds évidemment. propres, ça n'aurait pas Il y a fonctionné. Alia qui a été sauvé récemment par des apports comme ça d'un mécène, je ne me souviens plus qui. Enfin, il y a quelques... C'est pas une solution. Enfin, quand un indépendant est pérenne, il y a toujours derrière un petit secret ou un petit truc, parce que... non, mais c'est vrai, mais je crois que c'est de pire en pire, je sais pas ce que tu en penses, mais je crois que la rentabilité... Enfin, en tout cas, chez nous, dans un monde concentré, on peut peut-être en parler, et de pire en pire pour des vraies raisons. Moi, je pense que si on arrête de prendre des risques, on est mort. C'est ce qui nous anime, c'est ce qu'on disait au début. La chance qu'on a l'une et l'autre, je pense que c'est d'être indépendante. C'est aussi, enfin moi je le ressens très fort, de ne pas travailler à Paris. Alors, je vais à Paris une fois par mois pendant 2 jours, en gros. Parce que il faut que je rencontre des gens. Aussi, je dois vraiment humblement le reconnaître, parce que ça me fait du bien de sortir de ce petit pays entouré de montagnes et qui est vite un entre-soi. Et ça, ça vous étouffe, hein, si vous restez. C'est trop petit, c'est économiquement absolument pas viable. Hein. Il y a 2,5 millions de personnes qui lisent en français en Suisse, et ça ne suffit pas pour survivre. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça me fait aussi beaucoup de bien mentalement d'aller en France, d'aller à Paris, de rencontrer des gens qui ont les mêmes problèmes que moi. Je me sens moins seule. Ça me donne des idées, ça me donne de l'énergie. C'est pas que une question économique pour moi, cette frontière qui doit cesser d'être étanche. Mon but, ma mission, c'est de faire lire les bons livres que je publie, que j'estime bon, au-delà de ce 2,5 millions de la Suisse romande. Mais ce que je voulais dire, c'est que la chance de ne pas être à Paris, c'est, je crois... Enfin, moi j'ai vraiment l'impression que c'est une liberté. C'est une... un bon écrivain, s'il n'est pas libre, s'il n'a pas un esprit libre qui lui permet de trouver sa propre voie et de penser à sa façon et de ressentir à sa façon, je vois mal à quoi ça rime. Enfin, c'est pas un écrivain, c'est quelqu'un qui fait pour son ego ou qui fait pour son argent. Un bon livre et un vrai écrivain, c'est quelqu'un qui creuse son sillon, souvent qui ronge toujours le même os, qui en général, un bon écrivain, il écrit toujours le même livre à chaque livre. Enfin, il est toujours question de la même chose. Et il le fait dans une profonde solitude, avec une énorme liberté. Et je pense que quand on est dans les marges, on y arrive plus facilement que quand on est dans l'œil du cyclone, et que on peut pas s'empêcher de se comparer à l'autre, on peut pas s'empêcher d'être un peu jaloux, on aimerait bien quand même être dans cette sélection parce que c'est dégueulasse, pourquoi est-ce que lui qui est moins bon que moi, il y est toujours. Enfin, on est vraiment très très parasité par des choses très encombrantes. Et je crois que le fait de vivre loin, même si on est tout le temps en rapport avec Paris et pour moi avec la France en général, ça me donne une indépendance d'esprit et une force qui est super importante. Bon, là je parle pas d'argent parce qu'il y a beaucoup d'argent, mais il y a aussi ça. Marion parlait de la question de la pérennité de la maison. Je voulais justement... Tu parles un peu de... Toi, ça a été le cas, tu as repris... Marie-Lise t'a confié les éditions Zoé. Donc, tu es dans cette approche de pérenniser et de continuer une maison et de faire vivre et continuer une maison, même si elle est encore vivante, après sa créatrice en termes de direction. C'est-à-dire qu'il y a toujours ça aussi, ce défi dans l'édition indépendante que... Ouais. C'est un tel sacerdoce, effectivement, pour l'éditeur de porter cette maison qu'il l'incarne tellement qu'à un moment donné aussi, qu'est-ce que devient la maison, comment on continue cette maison et comment elle dépasse la personne aussi qui l'a C'est un énorme défi. Ça a été un énorme défi pour moi et pour elle. Pour elle, d'accepter, parce que rationnellement, elle était absolument décidée. Moi, ça me faisait
très peur, donc c'est vraiment pas quelque chose ça m'est un peu tombé dessus, disons, cette histoire. Il se trouve qu'en Suisse romande, il y a eu un certain nombre de maisons d'édition indépendantes qui ont été créées dans les années 70, et elles sont toutes à peu près mortes aujourd'hui, sauf Zoé, parce que Marie-Lise a souhaité transmettre. Comment exister après une personnalité pareille, qui a une bosseuse, pugnace, avec une intuition extraordinaire, un sens de l'entreprise aussi, une femme publique qui aimait parler devant beaucoup de monde, qui était très à l'aise socialement, qui était aimée et détestée, donc vraiment une femme publique, quoi. Quand on est que aimé, on n'est pas vraiment une femme. Et moi, je pense que j'avais pas du tout mesuré la difficulté de la chose quand j'ai dit oui. Je savais que ça allait être très dur, mais pas à ce point-là. Parce que émotionnellement, elle n'était pas du tout prête. Elle était très décidée, mais c'est son bébé, elle l'a fondé. Moi, je suis pas une fondatrice, je suis une successeuse, donc ça change quand même pas mal le rapport. Et donc, au niveau strictement littéraire, j'étais très à l'aise, je me sentais en phase avec un grand nombre des auteurs qu'elle publiait. Et puis je me suis dit d'abord il faut que je comprenne. J'ai pas appris à être une entrepreneuse, j'ai fait des études en lettres, je suis une littéraire, donc j'ai passé un certain temps à comprendre les rouages, et c'était un peu dans la souffrance. J'ai passé un certain temps à me battre pour que Marie-Lise me laisse tranquille. J'ose pas le dire en Suisse, mais ici, parce que vous ne la connaissez que depuis 3 minutes, donc ça va. Et ça a été aussi une grosse chose. Et puis j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que tout en arrivant à obtenir la confiance des auteurs du catalogue, ont déboulé une dizaine d'auteurs de 20-25 ans, un peu l'un, ensuite l'autre, ensuite. Et ça a créé une nouvelle dynamique qui m'a permis notamment d'être un peu plus visible en France. Parce que en France, jusque-là, ah oui, Zoé, c'est très bien, c'est une littérature très exigeante, et puis il y a Robert Walser et il y a Nicolas Bouvier. Puis les gens ne savaient rien d'autre. Sauf les fous de Robert Walser et ceux qui connaissaient des écrivains voyageurs. Donc cette nouvelle génération m'a permis de faire exister et de donner une identité à Zoé un petit peu différente. Du coup, moi, ça m'a permis d'avoir un peu plus confiance en moi aussi. Et puis, par ailleurs, j'ai commencé à travailler de manière proche avec l'université. Et on a développé tout un pan du catalogue avec des auteurs du patrimoine, du jeune patrimoine de Suisse romande. On a par exemple publié une folie, 4 volumes de 1000 pages des œuvres de Gustave Roux dans un coffret, qui est un très très grand poète suisse romand, qui était le parrain de Philippe Jacotet, si vous connaissez un peu Philippe Jacotet. Voilà, on a publié les œuvres de Catherine Colomb, qui est une femme que personne ne connaît, mais qui est folle et géniale, et une vraie créatrice de forme. On a publié des grosses choses, ou aussi des poches Ramu. Dès que Ramu est Ramuse, comme vous dites, nous on le dit sans le Z, Ramu, Charles Ferdinand Ramu. Je suis une fan de Ramu, et dès qu'il est entré où il n'y avait plus de droit, dans le domaine public, j'ai lancé une petite collection poche avec les spécialistes de l'université de Lausanne, et voilà. Donc j'ai pu sans aucun fracas, on va dire, continuer d'une part ce que Marie-Lise avait mis en place, et amener des choses nouvelles. Et c'est comme ça, je crois, que j'ai survécu à ces 5 premières années tellement difficiles de transmission. Justement, c'est une parenthèse, mais parce que le terme a été posé sur littérature exigeante. C'est souvent un parallèle avec,
je trouve que ça revient avec le début de la conversation de ce matin aussi, c'est que souvent littérature exigeante, c'est littérature qui n'est pas un produit. Parce qu'en fait, et c'est un frein, et j'en parle aussi ici parce que sur la médiathèque, parce que c'est un frein, moi, c'est des discussions que j'ai eues pas mal avec un ami éditeur des éditions du Typhon, qui disait qu'il avait un blocage sur certains de ses livres qui sont complètement accessibles, en disant il y avait un blocage symbolique, c'est de l'édition indépendante, c'est des auteurs de... Alors lui, c'est des rééditions, donc un peu plus anciens, etc. C'est exigeant et on peut pas le mettre entre toutes les mains. Alors qu'en fait, moi, j'étais libraire à l'époque et c'était notre meilleure vente du rayon. Et que j'étais là, mais je comprends pas en quoi ce texte est exigeant. En plus, il était cinématographique, il y avait on se croirait dans un film. C'était très facile d'accès. Mais il y a vraiment cette question aussi qui est des fois un frein qu'on se met, et avec toute la bonne volonté du monde. Moi, j'ai été libraire, j'ai le cas, mais en bibliothèque, ça peut être la même chose. De se dire avant même de donner la chance au livre, il ne rencontrera pas son public. C'est pas un frein qu'on se met, c'est un frein qu'on nous met. Non, mais c'est un frein qu'on nous met, mais qu'on intègre. Parce que quand je dis qu'on se met, c'est des fois on l'intègre. En fait, il est tellement présent qu'on l'intègre et qu'on reproduit des fois. Même dans des positions, j'étais libraire, etc. Et c'est des discussions qu'on avait entre collègues, où des fois c'est des choses que les gens apprécient, ils savent que c'est une bonne littérature, ils me disent oui, mais je vais pas le mettre forcément en avant parce qu'il ne trouvera pas son public. Alors qu'en fait, si on lui donne la chance, potentiellement, il le rencontre, ce public. En tout cas, exigeant, c'est pas le bon mot. Non, mais oui, mais c'est qu'en fait, c'est souvent derrière ce terme littérature exigeante, en fait, c'est une déqualification en disant c'est pas un produit, donc ça ne rentre pas dans les codes. Le problème du terme littérature exigeante, c'est reprenons notre petit Bourdieu de poche. Quelle est la fabrication de ce terme? D'où il vient, qui l'a créé, etc. Nous, on est taxé aussi soit de littérature exigeante quand on publie Wallace, ou soit de... Génial, Wallace. Voilà, soit de littérature Gibson aussi, qui est assez exigeante, disons, soit où les grands auteurs qui arrivent du Weird américain, Vandermeer et surtout Michael Sisko, une espèce de génie. Bon, bref, donc il y a des textes comme ça que j'appelle de la littérature d'avant-garde, tout simplement. Et la littérature d'avant-garde, elle peut conquérir les foules, c'est comme ça d'ailleurs qu'elle devient autre chose que de l'avant-garde, bon bref. Ou alors de la littérature transgressive, c'est l'autre mot au diable au vert. Et le rapport à la librairie, c'est, on a encore plein de libraires, alors de moins en moins, parce qu'on a une fille géniale depuis 5 ans maintenant qui laboure le terrain et qui supporte pas ça, mais on arrive en librairie. Ah oui, mais non, mais ça, au diable au vert, mais non, mais j'ai pas le public pour ça, c'est pas mes lecteurs. Avec en plus cette idée que moi j'ai passé 5 ans, d'ailleurs après j'allais plus en librairie parce que sinon j'avais trop envie de me suicider en sortant. C'était pas bon pour le moral qu'il faut malheureusement avoir dans cette bataille. Et à chaque fois je voyais tous mes livres dans le rayon avant-garde, ou alors science-fiction mais qui était tout petit, ou littérature de genre, mais j'y voyais Nicolas Ray en SF. Enfin c'est catastrophique, et il y avait vraiment, il a fallu 10 ans, non, il a fallu 20 ans pour expliquer, enfin peut-être qu'il faut d'ailleurs encore toujours le faire, pour expliquer à des gens de ma génération, parce que moi j'ai 65 ballets, donc je suis pas la minette de l'année, quoi. Et je voyais des gens, j'avais à l'époque 40 ans quand j'ai créé cette maison, et donc à 40 ballets, je devais aller, à croire que j'étais prise pour une adolescente. Bon, les femmes aussi, c'est... Mais de toute façon, alors quand je vois Paris et l'établissement, l'institution, quelque part, on est invité à la Comédie du Livre, on a 25 ans. On a 25 ans, moi j'ai vu passer toutes mes copines qui ont créé des maisons depuis 25 ans derrière le diable, après le diable, à partir de l'exemple du diable. Elles ont toutes été invitées, elles sont toutes dans les sélections des prix littéraires. Sauf qu'aujourd'hui, elles ont des ventes qui font comme ça. Et nous, on a des ventes comme ça, parce que tout le monde est en train de se rendre compte que l'auteur dont on disait il y a 25 ans, Octavia Butler, c'est une géante. Aujourd'hui, voilà, c'est elle qui est lue par les jeunes générations. Et chaque année qui passe, qu'on disait tout à l'heure, de temps nous renforce. Mais on a été, et on continue à être, bridé par ce terme, littérature exigeante, ou littérature transgressive, ou littérature de genre. Qui sont des termes, d'une part idéologiques, d'autre part marchands, parce que littérature de genre, ça c'est des rayons, comme dirait James Morrow, c'est des rayons qu'on fait pour ranger les bouquins, pour l'offre, surtout en librairie, aussi un peu en bibliothèque. En France, les médiathèques, on est quand même dans le pays qui range.
Mais la question, c'est la fabrication de ce truc. Clairement. Et la littérature exigeante, je suis désolée, moi je publie que des textes qui sont hyper accessibles. Même David Foster Wallace, je prétends que c'est hyper accessible. On en fait des lectures publiques en Camargue, chez des non-lecteurs. Pas forcément de Wallace, mais même, c'est de l'eau. Tu le lis à tout le monde et tu changes la vie de tout le monde. C'est de l'eau, c'est 100 phrases sur qu'est-ce que c'est vivre. C'est un discours de fin d'études pour des étudiants de 25 ans qui se disent, ou de 20 ans, qui se disent qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et c'est la réponse à ça dans une langue d'une fluidité totale, il n'y a pas un mot compliqué. Après, Donc, exigence, en fait, c'est exactement comme le mot. La société fabrique des mots. Ces mots, ils ont du sens, et puis ils ont des emplois, ils ont des objectifs. On va en prendre un que tout le monde connaît, le mot intégration. C'est un mot qui a été fabriqué. Il y a plein de mots. Je sais, quand on a fabriqué le mot oligarchie, par exemple, il y a 40 ans, on se faisait jeter des pierres quand on le disait. Bon, aujourd'hui, tout le monde a compris. Le mot intégration, il est né avec la problématique des enfants des immigrés de seconde génération qui étaient arrivés après la politique coloniale européenne, occidentale, française, etc. Et donc, ce mot intégration désigne maintenant la capacité d'une personne normale à vivre dans la société quand elle provient d'ailleurs, qu'elle a des racines culturelles ou différentes. C'est absolument horrible ce mot. Ce mot, on ne devrait pas l'utiliser, parce que ça veut dire que tant qu'on n'est pas intégré, on est quoi ? Désintégré ? Et ça veut dire qu'en fait, on doit rentrer dans un moule. C'est le contraire de la laïcité. C'est le contraire des principes de la diversité. C'est le contraire de l'humanisme et de l'humanisme français. C'est le contraire, en France en tout cas, de la constitution de notre citoyenneté, même de qui nous sommes. C'est-à-dire de vastes mélanges. Parce qu'on est quand même des gallo-romains au départ. Vous voyez, on est vraiment un pays de passage, la France. Comme tous les pays du bord de mer, de fin de continent. Et donc, voilà. Et ce mot, aujourd'hui, il est devenu dominant. Mais pourquoi ? Parce qu'il raconte une histoire nationale qui est celle qu'on veut nous faire raconter. Alors, le mot littérature exigeante, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une période où on a quand même tous les outils pour déconstruire des trucs. Et ça, c'est à déconstruire. Littérature exigeante, c'est pas la bonne littérature qui reçoit les prix, c'est la littérature, vous voyez, un peu chiante, un peu difficile. Un peu pour les intellos, un peu spécialisé pour le spécialiste, etc. C'est ça que ça veut dire. Alors qu'on a des auteurs... Alors d'une part, il y a deux choses. Il y a ce que tu viens de dire de l'écrivain. Justement, c'est pas un auteur. Cet écrivain-là, forcément, comme tu le définis, je le définis pareil, évidemment, c'est quelqu'un qui écrit parce qu'il a nécessité à écrire, sinon il meurt. Et puis d'ailleurs, les lecteurs, c'est secondaire. C'est Beckett, c'est tous les poètes qui nous ont constitués. C'est qu'à un moment donné, en général d'ailleurs, c'est des gens qui sont les artistes relativement inadaptés à la possibilité de faire autre chose que ce qu'ils font. Parce que justement, ils ne seraient pas artistes, ils sont un peu autistes, ils sont un peu... ils ont des émotions, un cerveau, enfin des choses qui ne marchent pas comme tout le monde. Ces gens-là, c'est des artistes, c'est des écrivains. Nous, on publie des gens comme ça, pour qui écrire est une nécessité. Pour nous, publier est une nécessité. Et puis, vous avez le rayon gâteau. Et dans le rayon gâteau, il faut l'alimenter. Vous avez plein de producteurs, d'auteurs, de gens. Et encore une fois, loin de moi l'idée de dire qu'il y a une littérature de qualité puis une littérature populaire de merde, parce que j'aime aussi l'écrivain populaire à genré. Ça n'a rien à voir. Stephen King, grand écrivain. Mais... au milieu, il y a alimenter ce système avec des auteurs qu'on va d'ailleurs sous-payer, exploiter, donner 5% au lieu de 10%, vous savez, de droits d'auteur, qui vont alimenter des collections de poche où l'auteur d'ailleurs est plutôt anonyme, on va justifier par là le fait de lui baisser ses droits, qui vont être traités comme des chiens par les auteurs, c'est-à-dire ça marche, je te garde, ça marche pas, je te jette. Donc en plus... qui vont d'ailleurs être des travailleurs précaires. Il y a 600 000 aujourd'hui gens qui sont inscrits, qui touchent des droits d'auteur en France. Et sur ces 600 000, je peux vous dire qu'il y en a, c'est les populations parmi les plus précaires. C'est une population fabriquée par la surproduction. Et donc, vous voyez, exigence, ça veut dire aussi, c'est un écrivain, donc c'est compliqué et tout. Acheter nos produits avec nos auteurs qui savent parler d'eux, qui savent passer à la télé. Vous savez, un auteur qui sait passer à la télé ou qui va dans les cocktails, quasi c'est étrange. La plupart des auteurs, ils écrivent parce qu'ils savent assez mal parler.
faut pas systématiser. Hein. Il y a des gens extrêmement brillants qui sont dans les écrivains, puis après ils apprennent avec le temps, et puis ils ont besoin aussi de rencontrer leurs lecteurs. Pour beaucoup, ça les répare un peu. Et voilà, donc il faut vraiment déconstruire les mots, parce que moi, ce truc de littérature exigeante ou littérature transgressive ou machin. En même temps, pour revenir à l'histoire du diable, c'est quelque chose qui a été frontal directement, parce qu'on en discutait un peu par la rencontre, un peu de péché originel, être en province et s'attaquer à soi-disant littérature de genre, et justement, il ne l'a pas la traiter comme de la littérature de genre. Qui a été il n'y avait pas que la littérature de genre, parce que tu comprends, tu avais Nicolas Ray et William Gibson et Ayerdal et Bordage et justement, c'était justement sortir des catégories et traiter de façon similaire des choses qui étaient justement mises dans la littérature de genre, parce que on n'osait plus dire littérature de gare, mais c'était à peu près le sous-entendu quand même. Et une littérature considérée comme blanche, et que justement le rapport du diable qui est encore une problématique, justement, on parlait de classification. On est toujours aussi quelque part transgressif, mais pas transgressif. De ce rapport justement au courant culturel que tu publies. C'est-à-dire que aujourd'hui, la démonstration, je crois qu'elle est faite. Mais à l'époque, il a fallu 25 ans. C'est pour ça qu'il faut du temps pour faire une maison, pour que ce soit bien compris. Moi, l'idée, c'était... J'ai fait des études de littérature, pareil. J'ai découvert des très grands écrivains quand j'étais jeune. Enfin, j'avais lu pas mal de choses, en partant d'ailleurs des bases, hein, c'est-à-dire l'Iliade et l'Odyssée, hein, franchement, du grec et de... Voilà, et puis j'ai lu tout ce que je pouvais, parce que c'est une passion. Et tout d'un coup, choc, à la fin de mes études, je découvre des écrivains, justement, comme Stephen King, William Gibson, Butler et d'autres, et des écrivains et même la Beat Génération aussi, qui n'étaient pas si connus, et des écrivains contemporains. Mais je me dis, mais c'est là que ça se passe, c'est là que ça va se passer, c'est là que c'est en train de s'inventer. Et donc, je veux faire une maison sur un modèle Minuit ou Paul pour ces écrivains-là. Mais moi, j'ai jamais été... je suis dans une famille de profs, donc j'avais mes jardins secrets qui étaient les comics, les pop culture, tout ça, je dévorais, mais bon, c'est pas ce qu'on fréquentait à la maison, mais j'avais jamais été modélisée par les genres comme on est aujourd'hui. Les librairies étaient moins rangées, les séparations, on était moins dans l'industrie de la littérature. Donc on avait moins des segmentations. Il y avait le polar, qui effectivement était la littérature populaire, commençait à être reconnue comme une grande littérature sociale. Et donc, je découvre que Stephen King, on appelle ça épouvante, et que William Gibson ou Butler, on appelle ça SF, mais moi je m'en fous, je veux faire une maison où finalement c'est ces plumes-là modernes qui seront rassemblées. Et pour moi, il y a autant de rapports entre Ayerdal, Nicolas Ray, Thomas Gunzig, même s'ils ne sont pas dans le même... Pourquoi ? Parce que d'abord, l'ASF est une littérature du réel, une littérature réaliste, qui parle du monde présent, avec les mots pas des gamins de 7 ans qui font des dialogues, il y a des imparfaits du subjonctif, ce qui était quand même ce qu'on nous vendait, quoi. Donc une littérature du réel, Nicolas Ray parle autant de la société contemporaine que la science-fiction. S'il n'y a pas une littérature plus réaliste et plus contemporaine que la science-fiction, il ne faut pas écouter tout ce qu'on vous a raconté si on vous a raconté autre chose. C'est une littérature réaliste. Depuis Voltaire, on sait, Candide, le détour, ça permet de parler d'aujourd'hui. Même Molière, tout le monde l'a fait, quoi. Donc ça va. En plus, notre patrimoine français, il est plein de SF, sans compter si je ramène Frankenstein, c'est un peu anglais. Donc, bon, bref, vous voyez, notre patrimoine littéraire, tout ça est mélangé. Donc littérairement, moi, j'ai aucun souci. Et après, on se rend compte qu'il y a des catégories. Et là, effectivement, avec ce que tu dis, le mépris qui est entaché sur la SF, etc., fait qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, 25 ans après, ce qui est évident, c'est que les gens de ma génération qui ne se sont pas mis à jour grâce à leurs enfants et petits-enfants ne comprennent toujours pas. Durée du prix littéraire, ils ne comprennent pas. Ils sont incapables, ils sont trop bourgeois, en plus ils ne sont pas assez sortis d'eux-mêmes, ils ne le feront plus maintenant. Mais tous les autres, par exemple, leur paysage cinématographique, c'est aussi bien Astérix que Le Seigneur des Anneaux, que Harry Potter, qui fait beaucoup de bien à tout ça, que du cinéma de thriller, etc. Donc, si vous voulez, le mélange qui est celui de la société, vous ouvrez une pub, vous avez de la SF. Enfin, les images mentales qui nous entourent et qui nous bombardent,
les pubs, etc., font que cette frontière-là, elle est totalement artificielle, elle est marchande, et en tout cas pour les écrivains, elle n'existe plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et là vous prenez toute l'édition française, par exemple chez Gallimard, sort Jean-Baptiste Delamo, qui est un type qui vient de la littérature blanche, les Montpelliérains, c'est pour ça que j'en parle. Il vient de faire un roman qui est un hommage littéraire, je ne l'ai pas encore lu, mais il a l'air très très bien, et je vais le lire dès que je peux, parce que les avis que j'en ai donnent envie, qui est un hommage littéraire à Stephen King, et qui est un roman d'épouvante. Et c'est quoi le roman d'épouvante? C'est le conte de fées moderne, hein. L'ogre qui dévore ses enfants, c'était le Stephen King, Dia, etc. On est né là-dedans. Donc voilà, encore une fois, notre boulot consiste quand même à aller chasser les carcans idéologiques, qui sont que idéologiques, et c'est vrai qu'il faut du temps. Hein. Et puis il fallait aussi qu'une génération nouvelle arrive, parce que la mienne est au-dessus. Ouais, c'est vrai. J'abonde complètement dans ce que dit Marion, et effectivement, moi j'ai appris avec les jeunes vifs, argents et mobiles et virtuoses que j'ai pu rencontrer il y a une dizaine d'années. J'ai compris que la culture populaire et la culture classique, il n'y avait pas de hiérarchie. Mais grâce à eux, j'ai compris qu'il pouvait y avoir des séries télévision absolument géniales, et aussi des séries télé affreuses. Mais j'ai vraiment l'impression, peut-être pas encore pour les académiciens de l'Académie française, mais qu'aujourd'hui les catégories et les genres sont vraiment en train de s'estomper. Pour la SF, c'est évident, mais la BD est en train de devenir un genre noble. Le récit, l'enquête, ça devient de la littérature. On ne sait plus très bien si c'est du roman ou du récit. De toute façon, si ça passe, on l'a jamais su d'ailleurs. On l'a jamais su, parce que dès que ça passe par la chimie de l'écriture, ça devient autre chose que le réel. Qu'est-ce que c'est le réel? C'est aussi une question. Enfin bref, et de mon petit côté à moi, je suis tellement heureuse de voir que désormais en librairie en France, on n'a plus les littératures francophones et la littérature française. C'était horrible. C'était horrible. On écrit en français, et je pense que chaque locuteur de français a son propre français. Il y a autant de français que de locuteurs qui parlent la langue française. Et de nous catégoriser dans un petit ghetto avec les Québécois et les Africains francophones et les Belges, c'était terrible. Quand Mohamed Ougarsar a eu le concours, il a été classé chez les FNAC, il a été classé en littérature étrangère. Ouais, bon, ben voilà, Des avantages de mais ça change vraiment, et pour nous, on y gagne, c'est clair, on y gagne en visibilité, on nous prend un peu au sérieux, ou carrément au sérieux. Voilà. Je laisserai bien filer la discussion encore bien, mais je pense que on approche du terme. Donc je me disais, on parlait de désir et justement de nouvelle génération. Peut-être, selon Caroline, peut-être présenter. Tu parlais de ces nouveaux auteurs que tu avais rencontrés et qui avaient accompagné ta reprise aussi des éditions Zoé. Je pense. Le choix du sapin, oui. Max Lob notamment. Et alors, peut-être un peu présenter quelques ouvrages aussi. J'ai amené des ouvrages du fond que j'ai réédités, parce que c'est aussi ça, hériter d'un catalogue, c'est remettre en valeur des ouvrages qui ont été publiés il y a 40, 45 ans, et puis d'en faire une préface, de faire une nouvelle mise en page, de faire de rendre ces textes, pas évidemment tous, j'ai fait des choix, tout à fait contemporains. Mais alors je commence par les derniers arrivés. Alors Max Lob, c'est un des premiers des derniers arrivés. Il est camerounais, il est suisse depuis quelque temps. Il a une écriture archi inventive, parce qu'il mélange sa langue, le bassa, avec le français. Et du coup, ça donne. Il a un sens de l'image et de la métaphore qui, pour nous les Européens, est vraiment. Voilà, il y a une espèce de petite merveille, toutes les trois lignes dans sa manière de faire passer les émotions et des situations. Ici, il est d'inspiration tout à fait autobiographique, même si c'est un roman. Mais là, on revient à ce qu'on vient de dire, peu importe. Max Lob est gay et il raconte son enfance familiale avec un père assez tyrannique, mais totalement craquant, un père qui
détestait le président Biya, qui est aujourd'hui encore au Cameroun, le président Biya, et qui raconte beaucoup des hauts faits de l'indépendance du Cameroun. Donc il raconte et se souvient de ce père qui dansait, chantait et racontait l'indépendance du Cameroun, et le petit Benjamin dans le roman dansait avec ce père adoré, et le jour où le père se rend compte que son fils est gay, il le répudie et il lui parle plus jamais. Et ce père est mort il y a une quinzaine d'années, et il raconte cette rupture. Il raconte son arrivée en Suisse, il raconte comment les voisines parlaient de l'enfant comme un 9 mois pour rien, par exemple. Et Max Loeb étant tout à fait dans la veine du pleurer-rire de la littérature africaine, raconte ça. Enfin, nous, on est tétanisés d'effroi, et il raconte ça dans un éclat de rire. Voilà. Donc ça, c'est Max Loeb, La danse d'Hyper. Elisa Suat du Sapin, qui est arrivée en 2016, qui est franco-coréenne, mais qui vit en Suisse. Enfin, c'est beaucoup dire en ce moment. Aujourd'hui, elle vit à Amman, mais elle est assez nomade, on va dire. Le fait d'avoir... Alors, à peu près tous les auteurs qui sont arrivés depuis que je dirige la maison, mais c'est pas un choix, c'est comme ça, ont en tout cas de nationalité et de langue. Moi, je pense que ça provoque un trouble de l'identité et une richesse dans la créativité, la curiosité, l'ouverture qui est absolument passionnante. C'est suisse en même temps. C'est pas les mêmes langues que la forcément, mais c'est cohérent avec. C'est pas pour rien. Peut-être nous on est à Genève, c'est la ville des organisations internationales, mais c'est aussi une ville où vous sortez 5 minutes dans la rue, vous entendez 5 ou 6 ou 7 langues. Hein. Il y a des riches, il y a des organisations internationales, puis vous avez aussi énormément. D'abord, il y a eu des Italiens, ensuite des Espagnols, ensuite des Portugais. Moi, j'ai épousé un Espagnol qui est né à Madrid, mais qui a grandi et fait ses écoles en Suisse. Et les parents étaient à l'usine. Hein. L'un fabriquait des montres, l'autre des voitures. C'est le truc le plus classique que vous puissiez imaginer comme arrivé en Suisse. Vous entendez énormément de serbo-croates. Enfin bref, c'est un très gros mélange. Et je pense que c'est la chance de la Suisse, c'est ça. Parce que sinon c'est un pays invivable. Bref, Elisa du Sapin. Ça me fait rêver la Suisse. Hein. Chaque fois que j'y vais, je me dis, wow, quel calme, c'est vert, c'est magnifique. Il y a une belle nature, ça c'est sûr. Le vieil incendie, c'est l'histoire de 2 sœurs qui se retrouvent après ne s'être plus vraiment vues depuis une douzaine d'années pour vider la maison familiale. La mère est partie depuis longtemps, le père est décédé, c'est le père qui a élevé les 2 filles. C'est une maison qui se trouve au milieu de la forêt, dans le Périgord, et c'est l'occasion, en vidant cette maison, évidemment, de se souvenir de leur enfance. La particularité d'Elisa, c'est une écriture à ellipse qui fait entendre les silences, très visuelle. Et sa particularité, je pense qu'en fait, c'est très banal ce que je dis, tous les grands auteurs font ça, c'est de dire des choses d'oser se faire dire. Les personnages se disent des choses qu'en général on ne dit pas. Par exemple, la petite sœur demande à la grande sœur, si j'avais pas été ta sœur, est-ce que je serais ton amie? Est-ce que tu m'aimerais? Puis elle répond non. Et la sœur est rassurée parce qu'elle a dit la vérité. Voilà, ce genre de petites phrases comme ça. En général, ces romans se passent en Asie. Ça, c'est son 4e et c'est le premier qui ne se passe pas en Asie. C'est d'une très très grande sobriété. Et voilà, moi, Max n'est pas du tout dans la sobriété, il est plutôt dans l'exubérance et le lyrisme. Moi, avec ma culture protestante, évidemment que les encore un point oui, ça m'a pas échappé. On en a d'autres, Là, je passe à Hilaria, ou La conquête de la désobéissance de Gabriela Zalapi, qui, elle, est italienne, anglaise et suisse, mais elle vit à Paris. On continue dans les mélanges.
Elle écrit en français. Alors elle, vraiment, c'est quelqu'un de trilingue et je fais d'écrire en français, mais elle aurait choisi l'anglais ou l'italien. Je pense que ça aurait été le même défi. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que son français n'est pas complètement stable, tant elle est embrouillée par les langues et enrichie par les langues. Donc chaque mot, pour elle, ou plutôt aucun mot n'est évident. Donc chaque mot qu'elle décide plutôt qu'un autre est une décision. Et donc a une force et un poids absolument extraordinaire. Ses livres sont assez minces, c'est pour cette raison-là. Et elle a un sens, elle arrive avec très peu de moyens, avec une immense sobriété, à soulever des vagues d'émotions. Et ça, pour une protestante, c'est vachement bien. En gros, le pitch, c'est l'histoire d'une enfant qui se fait prendre à la sortie de l'école par son père. Elle a 8 ans. Et au bout de quelques jours, ou plutôt de quelques semaines, elle se rend compte qu'en réalité, c'est un enlèvement. Et cet enlèvement va durer 2 ans. Et ça va être une espèce de road trip parce que il fuit. Il est recherché par la police, donc on est d'abord dans le nord de l'Italie, ensuite on descend à Rome, et puis ensuite on va très longuement s'arrêter en Sicile, d'abord en ville, à Palerme, mais ensuite dans la campagne. Et cette petite fille, elle est confrontée à un espèce de paradoxe, c'est-à-dire que ce père, il est fou de douleur parce que la mère veut divorcer, lui ne veut pas divorcer, et comme un enfant, il pense que de prendre la petite pour en monnaie d'échange va fonctionner. Évidemment que ça marche pas. Et il est fou de douleur, donc l'enfant est très touché par lui. Il est drôle, il sait raconter des histoires. C'est un menteur. Il boit, il fume énormément. Il fait du mal à cet enfant, c'est une évidence. Il n'y a pas d'histoire d'inceste, hein. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est plutôt un mal parce qu'il l'a extirpé de son biotope. Elle est en train d'oublier l'odeur de sa mère. Elle est en train d'oublier la langue de sa mère aussi. Et voilà, c'est magnifique. Alors là, c'est un succès pour nous. C'était pas 100 000, mais enfin, on a très bien vendu. Et puis il y a des livres comme Elisa, hein, elles sont beaucoup traduites. Ça, c'est c'est vraiment la récompense quand je fais beaucoup de littérature de création en français. Quand les livres sont traduits à l'étranger, c'est très gratifiant. Voilà, moi alors, autre dernier point commun, peut-être le plus important de tous, tu as prononcé le mot de mélange et d'hybridation. Et en fait, je crois qu'après 25 ans, pareil, quand on voit ce qu'on a apporté, ce qu'on a fait dans l'édition française, on a été les premiers, comme tu disais tout à l'heure, à faire des graphismes. Ça a l'air de rien, mais vous savez, la France, jusqu'à ce qu'on arrive en littérature, chaque éditeur a sa maquette unique. Et on a été les premiers à faire ce que font les éditeurs du monde entier, donc c'est quand même pas. Enfin voilà, le mérite, déjà tous les anglo-saxons, enfin tout le monde fait plutôt une couverture à chaque bouquin ou à chaque auteur, et en évitant les couvertures blanches. Alors que chez nous, c'était le contraire. Là, en France, c'est la couverture blanche. Et même si tu n'es pas une couverture blanche, est-ce que tu fais vraiment de la bonne littérature? On peut s'interroger. Et donc, moi, j'ai voulu un concept de livre qui expose vraiment le fait que c'est un objet de la vie quotidienne, avec les couleurs de la vie quotidienne, et puis qui ressemble un petit peu pour le lecteur à... L'idée, c'est que la couverture va donner envie au lecteur de ce livre de lire. Ça, c'est tout un travail. Hein. Pas au lecteur, pas au non-lecteur. Donc, bon, bref... Enfin, qu'il y ait de l'appétence, qu'on ait envie de le prendre et de le toucher, donc aussi les vernis, la souplesse et tout ça. Ça, c'était la... Mais pourquoi? Parce que derrière, ce qu'on voulait signifier, c'est que les livres n'étaient pas dans des cases, ni de collection, ni de maquette, ni de rien. Parce que la littérature qu'on a publiée, c'est donc des écrivains contemporains qui sont au carrefour d'influences et qui donc, alors plutôt culturels que linguistiques, mais il y a beaucoup d'auteurs
qui sont issus, on va dire, de l'immigration, c'est-à-dire il y a une grande part d'auteurs noirs ou d'origine africaine, maghrébine en particulier. On a des auteurs algériens, tunisiens, parce que j'aime beaucoup, comme toi, l'effet du décalage sur la langue française. Et évidemment, on a un auteur suisse et 4 auteurs belges. Et donc, la part de l'extérieur est quand même très considérable, plus les auteurs qui viennent des genres. Donc, quelque part, tu vois, c'est la même recherche que tu as très bien résumé, de ce que ça fait pétiller de la langue, de ce que ça ouvre comme possibilité, de ce que ça sort de l'académisme. Quand je lis un livre, je sais déjà comment chaque phrase se commence, au début de chaque phrase, comment elle se termine. Non, mais j'arrête en fait. Hein. Et si vous saviez le nombre de bouquins chez de très grandes maisons qui font ça, parce que j'essaye de lire beaucoup pour pas mourir idiote quand même. Et bon, bref. Et donc, le point commun de ces auteurs, c'est ça, c'est l'hybridation, et en particulier, alors je vais commencer par parler de Thomas Gunsig. De sa génération, c'est l'auteur le plus primé de Belgique. Il a eu tous les grands prix, y compris le Triennal. Donc, c'est un très grand écrivain belge, qui est encore jeune, il a maintenant 50 ans. Il publie depuis les créations de la maison, parce qu'il a une langue absolument magnifique. Là, pareil, une économie. Moi, je n'aime pas les langues pleines de mots pour rien. Je pense que chaque mot doit être nécessaire, chaque signe de ponctuation est nécessaire, chaque blanc doit être nécessaire. C'est une création. Alors, bon, d'abord, j'ai une jouissance à chaque livre de l'écriture de Gunsig, qui est un mélange de simplicité, qui n'en est pas une en fait, de fluidité et d'ironie, et de distance. Et puis surtout de beauté, c'est-à-dire qu'il y a une rythmique, très, très orale, mais bon voilà, donc une écriture et des histoires qui sont toujours au croisement de tous les genres, comme la vie. Là, en l'occurrence, c'est un roman qui a très bien marché, que Jean nous a d'ailleurs donné un bon coup de main parce qu'il a adoré ce bouquin. Et c'est l'histoire d'une famille riche. Vous imaginez Elon Musk, enfin des grands milliardaires de ce monde, un mec qui a tout réussi, qui a plein d'argent et qui, voyant la fin du monde arriver, s'est acheté une île déserte dans une zone protégée, s'est installé une espèce de bunker de luxe où il y a toute la culture, tous les livres, le sport, les godasses, à manger pour des décennies, évidemment une autosuffisance électronique, électrique, etc. Et puis un couple de domestiques d'ailleurs pour s'occuper de tout ça, chilien, voilà. Et cette famille, donc après la fin du monde, c'est le début du livre, le monde collapse, ils se retrouvent sur cette île, donc famille, le mari, l'épouse, les 2 enfants et ce couple de domestiques chiliens. Et évidemment, tout va partir en vrille parce que l'enfer c'est les autres et que, imaginez, donc on est dans la comédie familiale, on est dans le roman dystopique, on est dans la critique évidemment du monde qui nous a conduit là, avec une fin que je ne dévoile pas, qui est juste belle, quoi. Et donc c'est un livre où on passe aussi de l'angoisse au rire, enfin on est toujours dans le rire et en même temps il y a un peu de gore aussi. Voilà. Thomas Gunsig, et je pense que c'est un auteur alors vraiment à la fois très accessible et très créatif. Enfin bon, je ne vais pas recommencer. Après, je voulais parler de Patrick Dounet. Patrick Dounet, il est anglais en fait, mais ses parents se sont installés en France quand il avait 4 ans. Donc il a toujours pensé, écrit, lu en français. Et c'est un garçon qui, quand il était petit, a eu un vrai problème de vision, quoi. C'est-à-dire qu'il était plus que myope. Et en fait, les seules choses qu'il voyait vraiment avec des loupes, c'était les livres. Donc il a vécu entre les livres et les forêts du Limousin. Il est pas Ah oui, on n'a quasi pas d'auteurs parisiens au Diable Ouvert. Et quand ils sont parisiens, en général, ils sont de la banlieue. La banlieue, soit rouge, soit... enfin, vous voyez, pauvre, quoi. Voilà. Comme Tom Terrayam, par exemple, qui est... bon, je ne sais pas amené. Bref. Alors, Patrick Dounet, donc là aussi, mélange un petit peu décale un petit peu les choses, ne serait-ce que dans sa biographie et dans son lieu de vie dès l'enfance, parce que vous verrez que la nature et la forêt, c'est un homme des bois, il parle de papillons, je me suis promenée avec lui en forêt, et en fait, il est très beau aussi. Bon, il est tout jeune, c'est une espèce de génie. Et je regardais la forêt et Patrick, et voilà, c'est l'homme qui parle aux papillons, aux abeilles. Il est génial. Et ce garçon qui a fait un mémoire de master sur la fantaisie, qui est passionné de littérature de fantaisie et de littérature de l'imaginaire,
a commencé par écrire des petits polars et pas mal de poésie. Des polars d'ailleurs dont un a eu le prix Virilot à la Manufacture de Livres. Un petit peu comme un Léonard de Vinci qui commencerait par faire des pièces de détail avant de se lancer dans ce grand œuvre, parce que ce cycle, le cycle de Sif, il l'a imaginé à partir de 12 ans. Et alors bon, c'est toujours une très belle histoire de rencontre, et ça a été une très belle histoire de rencontre. Donc quand j'ai découvert ce manuscrit, moi je pensais que c'était un vieux sous pseudo, parce que c'était tellement génial que j'imaginais pas que j'allais découvrir un mec d'à peine 30 ans, et c'est joli en plus, ça ne gâche rien, mais et je me souviens de sa juvénilité quand je l'ai vu après avoir lu ce manuscrit. Je n'en revenais pas comment on peut avoir autant de talent si jeune. Et je peux vous dire que le niveau monte en littérature, c'est quelque chose de magnifique. Les jeunes qui arrivent, ils sont incroyables. Là, il a écrit donc pour moi le premier grand cycle de fantaisie, parce que c'est quelque chose qui va s'ouvrir et qui va se développer, cette manière de voir, qui est, d'abord c'est ce que j'ai lu le plus beau en fantaisie, j'en ai lu quand même pas mal, c'est mieux que toutes les grandes signatures du genre qui sont Gabriel Kerr, Obinob, ou même notre ami Georges Martin, hein, qui est pas une grande plume, mais qui a un grand univers, très inspiré des Rois Maudits, vous savez, c'est Game of Thrones, franchement. Bref. Quand vous ouvrez ce livre, vous êtes dans une brodelle entre Braudel et Dickens, c'est-à-dire un sens de l'histoire qui vous emporte, et d'abord dans le portrait d'un enfant malheureux, l'enfant de poussière. Pour l'instant, il y a 4 volumes, il y en aura 6. Et ça raconte l'histoire dans un monde médiéval historique qui pourrait être l'Europe, mais peu importe, qui n'est pas attesté, où il n'y a pas de monstres, où il n'y a pas de magie. La seule magie qui est, c'est l'inconnaissable scientifique, par exemple, ou le rapport à la nature. Donc on est vraiment dans une perspective très matérialiste, pas du tout magique, pas du tout, etc. Et le personnage qui nous conduit, c'est un fils d'esclave, un sang-mêlé, un métis. Et il fait, en fait, il retourne tous les poncifs de la fantaisie, un peu comme Howard Zinn a pu réécrire l'histoire des États-Unis du point de vue des dominés. Et donc là, c'est-à-dire qu'on prend à contre-pied, par exemple, la figure du héros qui va sauver le monde, Narnia, qui est toujours blanc de bonne famille, évidemment, et qui évidemment, on ne connaît pas sa naissance, mais en fait, c'était le fils du roi, ou c'était le fils d'eux, ou c'était le prince ou le sorcier, etc. Là, on est dans tout le contraire. Et donc, il nous emmène dans une épopée historique qui va nous parler, en fait, de nous, de la violence. On est dans un pays en guerre après la mort d'un roi, qui va nous parler aussi du statut de toutes les dominations, en fait, y compris la domination naturelle. Et c'est sans doute dans les paysages de nature qu'il est... Mais c'est un roman, en fait, qu'on suit à hauteur de cet enfant qui grandit. Donc c'est un magnifique cycle de formation. Et franchement, moi j'ai eu la chance mon fils a eu la chance plutôt de lire et tous ses copains. Et voilà, un livre qui vous fait devenir plus grand. Donc voilà, l'enfant de poussière en bibliothèque, je pense que c'est indispensable. Alors, après, je vous ai pris Lien de sang d'Octavia Butler. On va pas mal en parler, je pense, pendant cette comédie. Bon, c'est un bonheur pour beaucoup de choses. D'abord parce que quand vous portez un auteur qui est totalement inconnu, dont tout le monde se fout, qui est noir, qui est américaine, qui fait de la science-fiction, et puis qui meurt en plus, qui meurt misérable, hein, qui meurt parce qu'elle aurait été en France dans un milieu bourgeois, jamais elle mourrait, quoi. C'est-à-dire qu'elle porte en elle tous les stigmates de toute une famille d'esclaves, puis d'employés, de dominés, de femmes. Son père est mort à 4 ans, il était cireur de chaussures, sa mère l'a élevé, et finalement sa mère lisait, et elle est d'une lignée de femmes survivantes résistantes. Et évidemment parce qu'elle est noire américaine à l'époque où elle vit et où vivent ses ancêtres. Et Octavia Butler est devenue écrivain de SF, elle a commencé à 12-13 ans à inventer des histoires en disant voilà un endroit où on peut avoir une héroïne de roman qui soit une femme et qui soit noire. On peut tout inventer dans la SF. Là, c'est un livre où elle raconte l'esclavage aux États-Unis à travers une jeune fille d'aujourd'hui qui voyage dans le passé, mais on se fout des raisons du voyage, elle n'est pas du tout techno, Butler. Et c'est un livre fondateur, et c'est un auteur qui est en pleine redécouverte, qui est complètement indispensable, qui est devenu indispensable pour comprendre beaucoup de choses. Bon, évidemment, qui a été porté par Black Lives Matter et tous les mouvements de la fierté noire aux États-Unis, mais pas seulement, qui est aussi indispensable que
son apport qu'une Angela Davis dans la déconstruction des rapports de domination de femmes, mais surtout, indépendamment de ça, elle a, avec la parabole du semeur, son chef-d'œuvre, fait une des premières grandes dystopies, mais ce qui est important, c'est que tous ces livres sont des messages d'espoir et de résistance, c'est-à-dire que même quand dans le monde le pire qu'il soit, c'est celui qui peut advenir, c'est des livres qui nous font du bien et qui nous donnent une direction, et d'abord une direction d'espoir. Donc, elle est en train de devenir un indispensable de la littérature pour de longues décennies, et ça dépasse bien évidemment la science-fiction et même l'état du monde contemporain. Ça nous parle à nous, c'est-à-dire quand on a lu un Butler, on a travaillé sur nous-mêmes, on a ouvert des choses qu'on n'avait pas vues. Et puis pour les femmes, c'est le premier écrivain aussi où j'ai lu des personnages féminins jamais caractérisés par leur esthétique. Parce que si vous prenez les bouquins, à chaque fois qu'on arrive à un premier adjectif sur un personnage féminin dans le patrimoine littéraire mondial, même les meilleurs écrivains qu'on aime, quasi, c'est est-ce qu'elle est jolie, c'est-à-dire, comme dirait Élise Thiebaud, son potentiel de bêtabilité. Et là, chez Butler, jamais. D'ailleurs, Butler n'était pas belle elle-même, enfin, dans les critères de la beauté, elle aurait pu être lanceuse de poids, vous voyez, donc Christo, c'est une femme qui avait un corps fort, et elle était assez transgenre, d'ailleurs asexuelle par une espèce de choix, parce qu'elle avait une place nulle part. Donc il y a beaucoup de choses qui disent dans c'est une grande richesse. Excusez-moi, j'ai juste une question. Comment ça, est-ce que ça vous est venu de justement publier au travers de Butler? Attendez, parce que Comment l'idée vous est venue de publier j'ai pas parlé des origines de la maison, mais en 3 mots, avant de créer Au Diable Vauvert, j'ai travaillé aux éditions J'ai lu, dans le Flammarion, pendant, en fait, après mes études, quoi. Ça a été mon premier job pendant 15 ans. Et donc j'avais un parcours littéraire qui était assez complet, mais je vous ai dit à un moment donné, j'ai découvert des grands écrivains de ces générations, Stephen King, Octavia Butler, chez J'ai lu, à côté d'un maître Yoda qui était Jacques Sadoul, et qui était un peu le pape des contre-cultures en France, qui dirigeait J'ai lu et qui avait créé des collections de science-fiction, d'épouvante, etc., de mauvais genre. Et donc en 90, il m'a montré Butler qui sortait la parabole du semeur. Lui, il la connaissait déjà parce qu'elle avait déjà sorti chez Octa, la première maison de poche, ses premiers livres qui étaient épuisés, qui se sont épuisés très vite. Bon, on a tout réédité, toute son œuvre est disponible, sauf les nouvelles qu'on fera dans un an et demi. Et donc la parabole du semeur, moi, a été un choc massif, c'est-à-dire qu'à 30 ans, un peu avant 30 ans, quand je l'ai découvert, à 27 ans, ça a été... vous savez, on a notre top 10 des 10 livres qui nous ont changé notre vie, quoi. Bon, voilà, moi, ça m'a changé ma vie, pour les femmes, pour l'avenir, la politique, la philosophie, tout. La parabole du semeur, qui est sans doute son chef-d'œuvre, mais il est en poche, alors du coup, je sais pas, j'ai amené le grand format pour les médiathèques. Mais je vous conseille de le lire. Et voilà, mais je veux dire, à cette époque-là, il y avait aussi Bret Easton Ellis, Stephen King, enfin, ça a été à chaque fois des espèces de... Mais elle, particulièrement, je pense parce que j'étais une femme, et que ce que je vous dis, ça a beaucoup compté. Elle écrivait tout d'un coup, enfin bon, elle ouvrait des tonnes de portes, donc ça m'a changé comme éditrice. Et puis si vous lisez la parabole du semeur, ça se passe en 2024, c'est l'accession d'un copain de Trump au pouvoir, ça commence par les incendies à Pasadena, et le type, il accède au pouvoir avec un slogan qui est Make America Great Again. Elle l'a écrit en 90 quand même. Donc c'est pour vous dire aussi, une des choses, c'est que les écrivains de cette génération, nos romanciens pareil, nos romanciens, c'est la plus belle vision du capitalisme tardif, c'est-à-dire notre époque. Bon, sauf que c'est de l'anticipation à l'époque, c'est de la science-fiction. Aujourd'hui, on parle de nous, là. Donc, si vous voulez, c'est en même... Alors, c'est là qu'on peut reparler politique 3 minutes. Il ne faut pas croire que la science-fiction, c'est une littérature qui n'a pas été mise en avant pour d'autres raisons que politiques. On a pris 30 ans de retard, de critique sur ce qui nous arrive. Il y en a qui ont compris comme Manuel. Comment ? Le problème, c'est qu'il y en a compris les dystopies comme Manuel. Ouais, voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que les écrivains américains, surtout, mais pas seulement français aussi, des années 80-90, aujourd'hui, quand on les lit, on est stupéfait. Mais si on les... Alors, nous qui les avons lus à l'époque, enfin, à partir des années 90, des fois, on pleure un peu quand même. Enfin bon, en tout cas, la grande joie, c'est qu'enfin, on a ces livres qui sont des vraies armes de paix
pour changer le monde. Je sais pas si vous connaissez Matrix, le film Matrix, les sœurs Wachowski. L'esthétique des sœurs Wachowski, elle sort directement de cet écrivain qui est d'abord un immense écrivain visionnaire, mais pas pour ce qu'il fait de la SF. C'est un espèce de polar, un peu à la Matrix, dans un monde futuriste. Mais c'est une intrigue assez simple d'un type qui en donne une mission qui va être infernale et qui est aidé par une fille qui a des verres miroirs et qui est un peu cyborg. Bon, l'intrigue est simple. Ce qui est magnifique, c'est la plume de Gibson, c'est-à-dire son art de l'ellipse. Là aussi, il pratique des ellipses, exactement comme dans Matrix et dans l'art de Sherlock. Mais aussi ce que le manga nous a apporté, c'est-à-dire une narration sous forme d'images extrêmement poétique, extrêmement concentrée, extrêmement belle, extrêmement bien écrite, là aussi, avec pas un mot de trop. Et puis une succession d'images dans lesquelles le lecteur doit aller reconstruire un monde qui nous échappe un peu, ce qui est un peu la vision du réel, qui est toujours lacunaire. Voilà, bon, c'est juste un indispensable. Et puis je finirai par un livre, on a parlé de concentration éditoriale, on a parlé de contrôle. Ben, voilà l'auteur Juan Branco, qu'on est extrêmement fier de porter, qui est un garçon, alors, vous savez, on a repris aussi le fond de Che Guevara, qu'on est en train de rééditer dans l'ordre, avec des... Bon, moi, il me fait penser à Che Guevara, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Il est aussi pur que l'autre, il est aussi engagé dans son truc, il pense qu'à ça. Il est lui aussi issu d'une famille plutôt bourgeoise, et puis tout d'un coup, il a découvert la misère, l'exploitation, etc., à travers Julian Assange et les Gilets jaunes, en l'occurrence, c'est pas la même chose. Il écrit comme plus personne, un conventionnel de la Révolution qui est boosté à je sais pas quoi, c'est une langue qu'on ne parle plus et en même temps qui est très inspirante et qui est très belle et qui est très complexe. Il fait la preuve d'ailleurs avec un livre écrit dans cette langue-là, Crépuscule, que tout le monde peut le lire, y compris les gens qui font plein de fautes d'orthographe et qui ne sont pas des lecteurs. Donc il est d'une puissance incroyable. Bon, si vous écoutez, je vous encourage à écouter ses vidéos sur YouTube, il est seulement brillantissime. Et c'est quelqu'un qui nous aide à élargir la pensée. Là, en l'occurrence, son dernier livre, c'est Coup d'État, donc comme son nom l'indique, c'est un révolutionnaire. Il nous permet de repenser tout en mettant pas mal de principes ou de choses qu'on n'analyse plus, cul par-dessus tête, et ça fait un bien fou. Et puis, je pense que dans la France d'aujourd'hui, il incarne un truc incroyable, c'est-à-dire que la moindre de ses vidéos fait 1 million de followers immédiatement dans toutes les catégories sociales et d'âge. Il est culte pour les jeunes. Et voyez, cet écrivain-là, qui a une voix, alors moi qui n'attends que des voix uniques, alors c'est totalement unique, et bien cet écrivain-là, il est blacklisté tout simplement de toute la presse française, etc. Ce qui n'a aucune importance, parce que c'est une de nos meilleures ventes, et c'est ça aussi qui donne de l'espoir pour nos propres moyens, c'est qu'en fait, à vouloir transformer tout le monde en mouton, il ne donne qu'une envie quand même aux gens qui ont un peu de cœur, c'est de s'éloigner de la pensée préfabriquée, quoi. Et ça, c'est cette dialectique du système, cette contradiction, elle nous porte aussi, quoi, en fait. Donc voilà.